La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir. Merci au public d'être là nombreux pour une nouvelle édition de Café Philo, pour une soirée de réflexion de culture et de joie spinoziste. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous leviez pour qu'on passe à la salutation de l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de terre, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Donc, comme d'habitude, nous allons d'abord passer à la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos.
con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. L'intervention de ce soir est celle de notre collègue Frank Vanneus, Maître Vanneus, avocat et diplômé en philosophie, qui a fait son mémoire de l'école normale, l'herméneutique spinoziste de Tony Negri, pour une lecture contemporaine du marxiste. On prend tous les deux la machine Café Philo en course après le 6e anniversaire qui a été fêté il y a peu. C'est donc une première participation pour lui, que je sais être un plaisir pour l'équipe de Café Philo, et pour moi aussi, qui suis à l'essai comme modérateur, à sa demande qui m'oblige. Le thème d'aujourd'hui, le sujet, Haïti, au regard des concepts de conatus et de multitude, peut-on être libre, enfin être libre, est un exemplaire en ce qui concerne la richesse, selon moi, des pistes d'interprétation spéculative et d'action sur le monde que nous offre la philosophie. Là où l'obscurité règne, Panéus, et elle règne, la philosophie pour s'orienter est une promesse de clarté. Son fiat, sa créativité, se trouve souvent dans les lieux non évidents. Donc, Vanneus qui sollicite Spinoza et la pensée politique d'Antonio Negri pour Haïti, c'est, pour moi, avoir, tu es sûrement d'accord, une foi salutaire dans les vertus de déplacement de perspective, pour mieux rasseoir la pensée dans un lieu qui nous est propre. Donc, on se réjouit que Vanneus nous engage sur le chemin du juif Maran hollandais par le marxisant italien qui est notre contemporain Negri pour penser ici, d'ici même, la structure du pouvoir, de l'action et des luttes émancipatrices. Je vous demande d'applaudir Frank Vanneus, s'il vous plaît. Mais juste avant, nous allons quand même regarder une projection audiovisuelle, La liberté est une illusion. Donc après le passage sommaire sur quelques concepts de Spinoza, je pense qu'on est assez impatient d'avoir la parole de Frank Vanneus. Frank. Merci à Mehdi pour cette présentation. Merci à vous, chers amis, d'avoir fait le déplacement. Merci à mes copains et les membres de ma famille qui sont là. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le sujet de notre échange de ce soir, je voudrais apporter deux précisions. D'abord, que la philosophie n'est pas l'apanage de quelques-uns, mais l'affaire de tous. À cet égard, mon souci ici, et j'espère pouvoir y parvenir, est de tenter de la rendre intelligible à tous. Je veux dire à tous ceux qui sont présents ici, notamment les non-philosophes. Ensuite, la seconde consiste à vouloir philosopher, non pas uniquement en nageant dans les grandes eaux de la philosophie universelle, mais de préférence, je suis animé par la volonté de faire de la philosophie à partir d'Haïti. Je crois que l'on peut enrichir le monde en tenant compte des particularités et de la diversité haïtienne. Je reprends un peu ici à mon compte une préoccupation de certains jeunes docteurs en philosophie, revenus s'établir au pays avec pour souci de bousculer un peu les choses. Bien entendu, d'un point de vue spinoziste, le concept de chose
mérite quelques explications que nous verrons ultérieurement. Alors, lorsque Mehdi m'a fait part de sa volonté de m'inviter à Café Philo pour prononcer quelques mots sur Spinoza, je ne vous le cache pas, j'en ai perdu le sommeil. Une rencontre a vite été aménagée avec Ralph pour fixer une date. Donc, comme on s'est rencontrés en décembre, j'ai passé des fêtes de fin d'année exécrables, anxieux de parvenir à la fin du mois de janvier pour pouvoir partager mes préoccupations spinozistes avec vous. Mais en même temps, voici l'heure H et mon anxiété fait place à une sorte d'angoisse qui n'est peut-être pas heideggerienne, mais l'angoisse est quand même là. Donc finalement, j'ai trouvé un consensus, j'ai demandé à Mehdi d'être là et Ralph et moi on lui a tendu ce coup. Il est là ce soir pour partager avec moi la pression. Je vais donc me laisser flotter entre ces mots, les susurrer même et laisser les nôtres s'entremêler. Ainsi donc, je voudrais partir d'une interrogation très simple. Quel intérêt, par ces temps difficiles, de vous parler de Spinoza? À cela, je vous réponds simplement que les préoccupations de l'Amsterdalois dans sa Hollande moderne ne sont pas si différentes de celles des Haïtiens d'aujourd'hui dans cette Haïti contemporaine, c'est-à-dire post-moderne. En effet, autant les Pays-Bas étaient livrés à la merci des puissances extérieures, notamment espagnoles, autant Haïti est à la fois embourbé dans un consumérisme échevelé, incapable de s'extirper des tentacules de l'empire capitaliste. Bien sûr, d'aucuns se demanderont qui le peut aujourd'hui. Et surtout, les masses croupissant dans une misère innommable sont invisibles et inaudibles. La volonté des oligarchies traditionnelles de s'approprier des maigres richesses du pays, aidés en cela par des hommes, des femmes politiques et des pseudo-intellectuels issus des milieux les plus défavorisés, je me refuse ici volontairement à parler de classe sociale. Cliver en mal de se faire une place au soleil montre que la nature est une et la même partout, comme le dit Spinoza. En cela, l'existence n'a pas de cause finale. Il ne poursuit aucun but. Il n'existe donc pas un déterminisme derrière chaque événement. L'auteur du traité de la réforme de l'entendement est mobilisé ici, ce soir, parce que sa philosophie est actuelle. Elle interpelle notre conscience d'homme et peut influer sur notre quotidien. La lecture combinée de l'éthique, sa grande œuvre, du traité théologico-politique, sa première véritable œuvre, et du traité politique, son tout dernier ouvrage, permet de comprendre que sa philosophie politique, c'est-à-dire sa métaphysique, pour reprendre la formule d'Antonio Negri dans l'Anomalie sauvage, repose sur les choses. Par choses, Spinoza entend les êtres humains, qui deviennent par nature des puissances autoproductrices. La concrétude de l'être spinozien se manifeste dans sa constance. Ainsi, hollandais ou haïtien, il est par-delà le temps le même. Sa caractéristique dominante demeure son conatus, sa tendance à persévérer dans son être. Le conatus peut-il servir de déclencheur à l'homme dans sa quête de changement? Existe-t-il d'autres philosophies qui ont tenté d'expliciter sa matérialité? Le passage du conatus individuel au conatus collectif, donc à la multitude, corporéité intangible, peut-il influer sur le réel au point de provoquer l'avènement de nouvelles institutions et de nouveaux rapports dans la société? Quelles en sont les conditions de possibilité? L'unique possibilité de changement passe, à mon sens, par la connaissance véritable de soi, des autres et de sa condition d'homme. Cela permet d'agir sur le réel en écartant à chaque fois les préjugés, les discours creux et en prenant la meilleure décision possible tant pour soi que pour la communauté. Il sera donc ici question de voir les enjeux du spinozisme et la possibilité de saisir le réel haïtien par cette philosophie de l'immanence. Il faut bien garder à l'esprit ma première précision, à savoir que je privilégie une manière de philosopher reposant sur l'ouverture
et partant fermé à toute forme d'exclusion, quelle qu'elle soit. Le spinozisme est à la fois une philosophie humaniste et révolutionnaire. Humaniste parce qu'elle promeut les vertus humaines. Révolutionnaire parce que surtout en rupture avec les formes de pensée dominantes de son temps et de tout temps. Elle est fondée sur la puissance constitutive de l'être, à même de dépasser toute situation de crise. L'être humain, part naturée, c'est-à-dire partie de la nature, agit sur la nature, entretient des rapports dans la nature avec ses semblables, lui est tributaire. L'existence des hommes commence par son appropriation de la nature, par sa puissance d'agir. À cet égard, Marx, dont Spinoza est l'ancêtre, dira après lui que l'homme commence par boire et manger, donc par la production. Les liens tissés entre les hommes facilitent l'émergence d'une communauté qui ne peut nullement se placer au-dessus d'eux. Cette communauté le conditionne, rendant nécessaires les rapports qu'il entretient avec ses semblables, au point de prendre véritablement conscience de sa situation et de créer un corps social unique. Ici, la pensée spinoziste est en rupture avec la pensée de Thomas Hobbes, parce que pour Hobbes, à partir du moment où plusieurs individus se mettent ensemble pour tenter de se défendre contre l'état de nature qui est un état de guerre en permanence, cet être qu'il crée, le Léviathan, est transcendant. La pensée spinoziste rejette tout transcendantalisme. Pour Spinoza, il n'y a pas d'être qui se place au-dessus des êtres humains, nous, mode fini. Donc, le spinozisme contraint l'homme à se libérer, à s'affranchir de tout, en particulier du joug de tout pouvoir oppressant. La puissance de l'homme s'oppose au pouvoir tout court. Il doit, autant que faire se peut, persévérer dans son être. L'effort pour se conserver est le premier et unique fondement de la vertu. Et aucune transaction portant sur son droit de nature ne peut être envisagée. Son humanité en dépend. Or, les rapports entre les êtres humains sont des rapports de composition et de décomposition. Ils vont s'étendre tant que dure la vie, c'est-à-dire indéfiniment. Parlant de rapports de composition, je voudrais vous faire remarquer ceci, pour faire très simple. Quelqu'un qui a fourni un effort, qui par exemple a couru et a soif. En prenant un verre d'eau, deux réactions sont possibles. Soit cette eau régénère un peu l'effort que vous avez fourni, donc vous donne plus de vigueur, soit l'eau que vous prenez vous dérange. Si l'eau régénère vos forces, d'un point de vue spinoziste, on dira qu'il y a un rapport de convenance, donc de composition qui s'établit entre vous et cette eau. Par contre, si cela vous dérange, on dira qu'il y a un rapport de décomposition. Donc c'est pourquoi la tendance à persévérer dans son être veut que, à chaque fois, l'homme choisit le meilleur rapport possible pour augmenter sa puissance d'exister. Donc, le conatus, puissance d'agir et de passage à l'acte, peut être individuel ou collectif. Si plusieurs individus concourent en une même action, de telle sorte que tous soient cause à la fois d'un même effet, je les considère, nous dit Spinoza à cet égard, comme une chose singulière. La mise en commun des puissances individuelles dans le champ politique consacre l'avènement d'une force collective capable de résister à toute force extérieure, contraire et à toute forme d'oppression. Cela s'explique aisément par le fait que nul ne possède en lui quoi que ce soit qui puisse détruire son être. Sa destruction doit inévitablement provenir d'un être extérieur. Sur le plan politique donc, lorsque la multitude se forme, il suit de là qu'elle continuera à se maintenir dans son être indépendamment de tous autres causes extérieures, et ce, à toute fin. Autrement dit, la multitude non seulement est constituée pour résister à tout pouvoir d'oppression, mais encore finira par chambarder, renverser cette oppression. Car il n'y a pas de chose singulière dans la nature des choses qu'il y en ait une autre plus puissante et plus forte. Mais étant donné une chose quelconque, il y en aura toujours une autre plus puissante qui par la première peut être détruite, nous dit Spinoza. Qu'est-ce donc que la multitude? Je commencerai par vous dire ce qu'elle n'est pas.
Elle n'est pas le peuple qui repose sur le principe de l'un, comme le précise Jacques Rancière. Elle se veut multiple. La multitude ou les multitudes ne sont plus des classes sociales, non plus. Car les classes sociales existent que par et pour l'affrontement, la guerre. La multitude est d'abord un ensemble de singularités non représentables par opposition au peuple, jouissant d'une représentativité. Elle est toujours en mouvement, toujours productive, et elle est exploitée en tant qu'elle constitue de la société productive, de la coopération sociale pour la production. La multitude est la chair de la vie. Cela s'apparente au concept de corps chez Spinoza. Dès lors, la multitude devient un corps, donc un être à part entière, car elle devient l'adjonction de singularités dont le rassemblement conduit à un être unique, doté d'une puissance supérieure à celle des singularités qui la composent. Elle se caractérise par un antijuridisme, un refus intégral de toute idée d'État oppressif. Toute chose singulière s'oppose à tout ce qui peut supprimer son existence. En quoi la multitude peut favoriser l'avènement d'un État nouveau en Haïti? La possibilité donc d'influer sur le réel haïtien. La République d'Haïti est devenue depuis les années 80 une vaste poubelle. Qui peut en effet oublier l'agression du navire mouillant pavillon, je ne sais trop quel pavillon déjà ce navire mouillait, mais elle a déversé un flot de déchets toxiques dans la cité de l'Indépendance sur le Wharf Cédren. Et pour ne plus arranger la situation, l'histoire politique récente d'Haïti est marquée par une clochardisation accrue de la société et un désintéressement sans précédent de la majorité de la population aux questions politiques. Il me semble que parmi les multiples raisons évoquées pour expliquer ce délitement global de la société haïtienne, deux retiennent mon attention. Il s'agit d'une double absence. D'un côté, l'absence du souci, j'aurais aimé dire volonté de vérité, mais du souci de la vérité chez l'homo haïtianus, dont l'être en soi semble exister. De l'autre, l'absence de la volonté de savoir manifeste dans l'arrogance de son être pour soi, dans l'ignorance, de son être pour soi, et surtout son incapacité à retrouver son être là. Les concepts foucaldiens de volonté de vérité et de volonté de savoir rendent compte de l'indéterminité du réel haïtien, c'est-à-dire de l'incapacité du Dasein haïtien à se réapproprier le réel. La vérité est avant tout un système d'obligation, nous dit Foucault. Certains faits passent souvent pour vrais et les sujets doivent ou les produire, ou les accepter, ou s'y soumettre. Il s'agit de la vérité comme politique et non de la vérité comme connaissance. Or, dans l'espace public, la connaissance-vérité est reléguée au second plan. Cette absence pollue l'environnement. Le discours devient creux, faux, vide de sens. Cette confusion bien orchestrée par le capitaliste fait son œuvre et pénètre dans les milieux les plus reculés de la société haïtienne. Le consumérisme poursuit son œuvre délétère. Le travailleur assiste impuissant à sa réification. Son travail n'a plus de sens. Il le poursuit même dans l'intimité de son chez-soi, voire souvent même dans son sommeil. Le conatus permet à l'homme, être autoproducteur, de persévérer dans son être, c'est-à-dire de se conserver par tous les moyens mis à sa disposition. Pour ce faire, il doit s'approprier le monde environnant. Il doit aussi créer des liens avec ses semblables. Il développe sa puissance en acte. Et plus il agit, plus il devient agile. Il est en un mot perfectible. Sa perfection s'en va crescendo, elle est ascendante. Elle augmente sa puissance d'agir. L'être humain s'affirme, se constitue en raison de ses rapports et en même temps devient une entité, la multitude. Les hommes, pour parler un peu comme Spinoza, les modes finis, agissent selon leurs désirs qui constituent à la fois une passion, puisque déterminée par un affect,
et appropriation. L'appétit est aussi essence de l'homme, en ce sens qu'il le détermine à faire quelque chose en vue de sa conservation. Le désir, en tant qu'essentialité de l'homme, le détermine à se reproduire et à se constituer. Les associations de paysans, de professeurs, d'ouvriers, d'étudiants, de jeunes lycéens, des victimes du choléra et des jeunes gens agressés par les agents de la MINUSTAH, entre autres, peuvent constituer un groupe capable de se mobiliser afin de subvertir le mode de fonctionnement des gouvernements haïtiens. Bien entendu, rien n'est irréversible. La puissance humaine peut s'extirper de n'importe quelle domination et rejette toute forme de subsomption par toute autre puissance extérieure. La population haïtienne ne peut plus et ne doit plus continuer à vivre dans un environnement malsain. Les immondices entrent dans toutes les têtes. D'ailleurs, à cet effet, Spinoza, qui pensait qu'il ne fallait surtout pas distinguer entre l'âme et le corps, et que de préférence parle de parallélisme entre les deux, c'est-à-dire que lorsque l'âme est affectée, pour Spinoza, le corps est aussi affecté. Lorsque le corps est affecté, l'âme est affectée tout autant. Donc, les immondices qui s'amoncellent dans les rues se retrouvent aussi dans nos têtes. Entre-temps, les détournements de fonds dans les administrations publiques vont bon train. Il ne se passe pas une semaine où, à l'intérieur du gouvernement, au Palais national, dans un ministère, dans les organismes déconcentrés, on ne parle de détournement de fonds. Pourtant, les prisons sont vides. Le vieil adage, comme on dit, aux petits voleurs, miséricorde, aux grands voleurs, miséricorde. Le conatus collectif s'amplifie et amplifie la tendance à persévérer dans son être. L'homme doit agir pour son utile propre. Aucune chose singulière dans la nature n'est plus utile à l'homme que l'homme lui-même. Il ne peut provoquer sa propre destruction. Donc, son utile, c'est sa survie. Les gouvernements haïtiens se maintiennent au pouvoir par le refus de dire la vérité, par le marchandage, par la clochardisation des institutions du pays. Mais ils oublient que nous sommes une société d'émancipation. Il ne peut pas y avoir d'émancipation effective s'il y a absence de volonté de savoir et de volonté de vérité. Il faut qu'on puisse se regarder droit dans les yeux et dire les choses comme elles sont. Tant que cela ne se fait pas, il y aura toujours disparité, dichotomie entre les promesses électoralistes et la pratique du pouvoir en tant que tel. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une praxis dans la façon dont le pouvoir est exercé en Haïti, puisque en réalité, on fait de la politique pour ces fastes économiques sans tenir compte du minimum. L'absence de savoir fait qu'aujourd'hui, même la ritualisation n'est pas respectée. N'importe qui peut prendre la parole, n'importe comment au sommet de l'État, n'importe qui peut s'habiller de n'importe quelle façon. On peut être un sénateur et se retrouver sur n'importe quelle place publique, laisser entrevoir n'importe quel geste. On peut circuler à moto, on peut jouir de tout ce que la politique apporte, mais l'essentiel, on le laisse de côté. Donc, tout ceci fait quoi? On se pose la question, est-ce que ces gens-là savent ce qu'ils font exactement? Ou ceux qui les choisissent, sur quels critères ils opèrent pour les choisir? En tout cas, comme nous dit Antonio Negri, le capitalisme est un biopouvoir. Encore une fois, c'est un concept que nous empruntons de Foucault pour mettre en rapport le fait que, au sein de la société, le pouvoir peut étendre ses tentacules dans toutes les sphères de la vie. Sauf qu'en Haïti, c'est différent. Alors que dans les autres pays, le biopouvoir régule l'ensemble de l'action humaine, en Haïti, c'est différent. Nos politiques utilisent le biopouvoir en se demandant quand est-ce qu'une catastrophe naturelle va frapper le pays afin de pouvoir gagner plus d'argent. Si demain matin, il y a un autre cataclysme du genre de 12 janvier, eh bien on va gagner beaucoup plus de milliards. Voici donc comment un concept qui est pris dans un sens très positif est galvaudé en Haïti par absence de volonté de savoir.
Le capitalisme qui s'est donc transformé en biopouvoir nécessite qu'on se tienne en face de lui par une bio-organisation de la multitude pour le confronter, pour le résister. Cette mobilisation peut passer par Spinoza, dont la puissance constitutive de la pensée permet d'entrevoir un être mu par une connaissance adéquate à la fois de lui-même et des causes véritables qui font que les choses de la vie sont telles et pas autrement. En ce sens que l'être spinozien est capable de sociabilité. On a même besoin, pour continuer à persévérer dans son être, augmenter sa puissance d'agir et se constituer en une puissance plus grande, ne dépendant d'aucune autre puissance, mettant au grand jour les carences, fractures ou cassures tant des gouvernants qui ne pensent qu'à s'enrichir, augmenter leurs capitaux, pérenniser les pratiques aliénantes, déshumanisantes dans les administrations, exacerber les contradictions qui divisent le pays depuis des temps immémoriaux. La multitude dispose seule de la puissance effective, capable de provoquer l'anéantissement de l'état des choses existant. Le chambardement des modes opératoires séculaires des gouvernements haïtiens ne va pas de soi. La mobilisation est nécessaire. Certains concepts spinozistes tels la multitude, le conatus, l'appétit, le désir, la joie, peuvent être mobilisés afin d'exposer une nouvelle forme de marxisme capable de proposer des alternatives différentes aux préoccupations des prolétaires subsumés par le capitalisme. L'œuvre de Spinoza, en raison de son caractère subversif, anti-religieux, anti-téléologique, anti-hégémonique, préconisant des idées révolutionnaires, encourageant les différents mouvements de protestation de son époque, semble se prévaloir d'une certaine forme d'atemporalité. Le mouvement contestataire des opprimés, dénonçant toute pensée hégémonique, tout dogmatisme et tout monopole, demeure. En cela, Spinoza est bien de notre temps. Sa philosophie fait partie aussi de notre avenir. Le spinozisme ne reconnaît aucun horizon indépassable. Malgré sa finitude, l'homme peut tout chambarder. Il dispose des moyens de renverser le joug de tout tyran. Il semble que seul l'homme peut rendre la vie de l'homme meilleure. Les inaudibles et les invisibles doivent se faire entendre et découvrir des formes nouvelles de se faire voir. Les institutions actuelles ne sont pas uniquement frappées d'obsolescence. Elles ne font que pérenniser des pratiques d'un temps dépassé, tendant à considérer les prolétaires comme des hommes jetables. Le spinozisme rejette donc toute idée d'horizon indépassable. La multitude, qui aujourd'hui ne s'est pas encore véritablement constituée, puisqu'aujourd'hui, le concept qui vient à l'esprit, c'est le concept de colonne, mais elle doit se constituer. Elle va se constituer, car par elle et par elle seule passe le changement tant espéré. Merci. Merci Franck. Et en dehors des questions extrêmement nombreuses que j'aurais, j'imagine que le public en a aussi, à la fois parce qu'il y a des concepts difficiles et des rapports, et la mise en rapport avec Haïti aussi rend la compréhension d'autant plus difficile. Est-ce que l'existence de la multitude est positive? Tu parlais de convenance ou de décomposition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se décompose foncièrement ou qui est en état de convenance ou de convenance possible? Mais au final, en fait, avant de passer peut-être à la pause musicale rapidement, je pense que si il y a quelque chose sur lequel on peut être sûr, dans une multitude, s'il y en a une en Haïti, c'est que oui, elle est composée de singularités, d'avocats spinozistes, de professeurs de littérature foucaldiens et de toute une série d'extraterrestres que nous aimons beaucoup. Et donc avant ça, justement, puisque nous on est en période carnavalesque et qu'on parle de multitude et de mouvement, je pense que la pause musicale, c'est Kempa Sauté de Bookman Experience. Donc on va ouvrir la première série de questions avec Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur national de Café Philo, et Cherise Claire Evans, Louis Jeune Taberneau et Monica Lajoie. Ralph Jean-Baptiste. Merci Mehdi et merci notamment à Franck Vaneus pour cette très belle présentation qui
mobilise des concepts de Spinoza pour lire l'Haïti d'aujourd'hui, Franck, je pense que nous pourrions passer toute une nuit à débattre de l'importance en termes d'enjeux qu'acquièrent les concepts de conatus et de multitude pour penser l'Haïti d'aujourd'hui. En même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un texte d'un philosophe argentin qui est de plus en plus important, qui s'appelle Ernesto Laclau. Le livre s'appelle « Critique de la raison populiste ». Je mobilise ici Laclau parce que Laclau propose une contre-critique du populisme. Il essaye de voir à travers l'histoire, et notamment à travers l'histoire des idées politiques, comment le populisme a été sapé, et propose donc, contrairement à la multitude qui est, au bout du compte, on va dire, peut-être introuvable, sur laquelle on peine la plupart du temps à mettre des noms, que l'on ne peut pas toujours identifier dans le cours de l'histoire, Laclau propose l'idée que le peuple qu'il réhabilite, par rapport évidemment à Spinoza, s'identifie à ce leader en tant que le peuple est l'expression, en tout cas, la manifestation, en tant que le leader est une manifestation d'un moi idéal qui serait issu, qui émanerait du peuple. Quand tu mets en perspective ces deux lectures, au moins ça te fait avancer, à mon avis, sur une chose, sur la question de mettre finalement un nom, d'identifier, de repérer dans le cours des choses la multitude dont tu parles en mobilisant Spinoza, ou si tu veux, le populisme de ce peuple-là qui ne se reconnaît pas forcément dans un pouvoir autrement établi, sinon un pouvoir avec lequel il fait corps, parce que c'est lui qui aura mis en place tous les artifices qui permettent d'identifier ce pouvoir. Je termine simplement en mobilisant Jean Bachelet, qui est un grand historien des idées politiques, et qui pose cette question, qui dit, s'il arrive à un peuple d'élire un dictateur dans lequel il se reconnaît, avons-nous forcément affaire à une démocratie, à un pouvoir populaire, si vous voulez, ou de préférence, ce que je n'ai pas tendance à penser, à une dictature à proprement parler. Ce que ne serait pas la multitude, parce que la multitude présuppose donc l'idée de liberté, présuppose donc l'idée que nous n'avons pas affaire à aucune autorité souverainement constituée. Merci. Bonjour aux deux panélistes. Alors, je trouve que c'est un sujet difficile pour trois raisons. Premièrement, parce que Spinoza apporte une pensée au monde difficilement pénétrable. Et deuxièmement, parce que nous sommes dans un pays où l'imposture intellectuelle est monnaie courante. Et troisièmement, parce que l'intellectuel véritable haïtien ne trouve pas d'interlocuteur. C'est souvent un leader qui traîne à sa suite une meute d'admirateurs généreux en applaudissements. Bon, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est le cas. Alors, ça me fait voir deux concepts chez Spinoza que vous n'avez pas abordés. C'est le concept de discipline et c'est le concept de vertu. Bon, vous l'avez un peu abordé. Alors, Spinoza, prenant l'analogie de l'eau, nous donne une définition de ce qu'est la liberté. Il nous dit que l'eau, laissée dans la nature, libre, sans direction, ne peut pas être définie comme un élément existant avec une certaine discipline. Et par la suite de cette analogie, il définit la liberté comme un comportement qui obéit à un ensemble de lois que l'individu peut se donner, mais toujours en harmonie ou dans les rapports avec les autres. Et par ailleurs, Spinoza nous dit que si je ne vole pas, si je ne mens pas parce que j'ai peur d'être pris par la police et par la justice, je ne suis pas vertueux, mais je suis continent. Donc c'est le concept de continence. Alors je serai vertueux si je ne vole pas, si je ne mens pas, par amour de la vérité et par amour de l'honnêteté. Alors là, je me pose la question en regardant ma société et pourquoi pas toutes les sociétés du monde. Comment peut-on être libre tout en étant vertueux dans des sociétés capitalistes où l'homme est aussi réifié que n'importe quelle marchandise et donc où il doit ruser avec un système qui l'opprime? Je remercie l'intervenant pour sa conférence. Je dis bonsoir aussi au public. J'ai une préoccupation qui est très simple. Il y a deux concepts qui sont
confondues dans la prise de voix de conférence. C'est la postmodernité et la multitude. Je crois que, bon, en épistémologie, on parle de positivisme lorsqu'on essaie de poser les concepts à travers une conférence. Le postmodernisme, à la lumière de Gilles Lipovetsky, dans son texte L'ère du vide, c'est un concept qui tend à casser les valeurs. Et lorsque les valeurs sont cassées, rapidement, l'individu prend sa liberté. Et je crois que c'est-à-dire que dans un souci politique, chez nous en Haïti, il est impossible d'évoquer le concept de multitude, de la mesure où ce n'est pas la population qui donne aux gouvernants le directif, c'est plutôt les gouvernants qui essaient de formuler une politique qui n'a pas l'objectif de répondre aux besoins de la population. Et dans cette condition, il est impossible d'approprier le concept de multitude de Spinoza à la réalité politique haïtienne. Merci beaucoup. Ok, bonsoir. Merci Vanéus pour ta conférence. Normalement, la philosophie, c'est pas ma tasse de thé ni ma tasse de café. Parce que les philosophes, je les vois toujours dans les vapes, dans les nuages. Jamais rien de concret, rien de réel avec la philosophie. Là, je suis un petit peu stupéfaite de ce rapport entre la réalité dans laquelle on évolue en Haïti et la philosophie de Spinoza. Au fait, ma question, c'est deux questions simples. Peut-on comparer multitude et communisme? Est-ce qu'il y a une sorte de rapport entre multitude et communisme? Bonsoir, mon nom est Gustave. La question qui suscite ma connaissance, en fait... Ok. La question qui suscite ma connaissance, pardon, c'est la première fois que je viens ici, ce n'est pas comme habitude. Ok, c'est en tant que philosophe, j'aimerais savoir où sont passés nos philosophes haïtiens contemporains, bien sûr, vu les problèmes sociaux du pays. Merci. Merci. Avant de passer à la deuxième série, peut-être quelques réponses. Et Vanéus, oui, quittez-moi. Sur la question, l'intervention de Ralph, je ne pense pas qu'il faille considérer que Ralph m'ait posé une question. En réalité, Ralph a développé un point de vue qui, à mon sens, est assez valable. Sauf que ce que peut-être Ralph a omis de mettre en valeur, c'est que dans le cas de la multitude, même si elle est caractérisée par son hétérogénéité, il n'empêche que la multitude est née d'une contradiction à l'intérieur même du capitalisme. Donc, si vous voulez, c'est avant tout parce qu'il y a un ensemble de personnes, professeurs d'université, journalistes, avocats, footballeurs, boxeurs, nous sommes tous malheureusement des ouvriers. Nous sommes des travailleurs immatériels. Donc, cet ensemble qui paraît être hétéroclite, en réalité, dans le fond, travaille pour une seule et même personne. Puisque, d'un point de vue marxiste, l'ouvrier, ce n'est pas celui qui travaille seulement dans les usines, mais c'est celui qui n'est pas propriétaire des moyens de production. Or, il se trouve que le professeur d'université, pour un cours qui reçoit quoi, $20 ou $50, n'est pas différent du médecin qui fait une intervention chirurgicale parce qu'il travaille dans un grand hôpital pour une somme faramineuse. Parce que le jour où la multinationale qui dirige l'hôpital décide de fermer boutique, le médecin se retrouve du jour au lendemain au chômage. Donc en principe, le concept de travailleur immatériel permet de cerner la multitude, et la multitude n'est en réalité, comme je l'ai dit, qu'une contradiction
qui est né à l'intérieur même du capitalisme, qui est un capitalisme nouveau aujourd'hui, puisque chaque jour le capitalisme s'adapte. Donc le capitalisme qu'il y avait au 19e siècle n'est pas le capitalisme qu'il y a aujourd'hui, vous conviendrez avec moi. Donc Ralph, moi, je pense que de ce point de vue-là, même si le populisme ou la multitude peuvent toujours avoir quelques ressemblances, mais le concept de travail immatériel qui est mobilisé dans la multitude et qui est un fruit du capitalisme crée peut-être cette possibilité pour la multitude d'être par rapport au populisme. Maintenant, concernant mon ami qui est intervenu sur l'imposture intellectuelle et qui nous dit que comment peut-on être libre en étant vertueux dans les sociétés capitalistes? C'est une belle question, comment peut-on être libre? Puisque la liberté avant tout, d'un point de vue spinoziste, Spinoza nous dit simplement que tous les modes finis doivent persévérer dans leur être, ne peuvent pas prendre de décisions qui puissent mettre en danger ce qu'ils sont. Or, si vous êtes dans une société capitaliste, vous êtes dans une société où il y a une dictature légale. Parce qu'en principe, dans le capitalisme, en réalité, il y a, si vous voulez, un semblant de démocratie, c'est lorsqu'on prend les grandes sociétés capitalistes. Or, dans cette démocratie, qu'est-ce qui arrive? Vous respectez les règles. À partir du moment où vous respectez toutes les règles dictées par la superstructure, le Léviathan, vous n'êtes pas libre dans cette société. Donc, vous êtes un mode fini qui, de toute façon, doit trouver un moyen pour se réapproprier sa liberté, d'un point de vue spinoziste. Comment vous voulez être vertueux? Moi, je ne vois pas déjà, vous n'êtes pas libre si vous êtes dans cette société-là. Comment être vertueux? Si vous devez toujours continuer à persévérer dans votre être, je pense qu'il faut lutter avec les propres armes du capitalisme et battre le capitalisme sur son propre terrain. De ce point de vue, lorsque vous me parlez de vertu, dans le sens où Spinoza parle de vertu, ce n'est pas la vertu d'un point de vue moral. Parce que la vertu pour Spinoza, la vertu principale, c'est rester en vie, c'est garder sa vie. Parce que Spinoza vous dit, aucun être ne peut se tuer lui-même. Sa mort proviendra d'une cause extérieure. Donc, je dois être vertueux en étant moi-même, en la possibilité de toujours défendre ma vie. Ça, c'est, à mon sens, on ne peut pas être dans une société capitaliste, lutter contre le capital, lutter contre le capitalisme et en même temps vouloir être vertueux, puisque la vertu suppose que vous devez demeurer vous-même dans votre être. Troisième question. Quelqu'un a parlé de postmodernité, de multitude. Écoutez, la philosophie offre cette possibilité que chacun peut avoir un point de vue. C'est d'abord ça. S'il y a une véritable liberté, c'est ça en philosophie. Je ne peux pas prétendre avoir moi raison sur tout ce que je vous dis. Qui suis-je donc? Déjà du temps de Spinoza, du temps de Kant, Deleuze ou Foucault, ces gens-là n'avaient pas toujours raison. Donc, pourquoi prétendre moi avoir raison? Si vous avez une définition sur la postmodernité, sur la multitude, ça peut être votre définition. Moi, dès le départ, je me suis inscrit dans un canevas et je l'ai respecté. Le concept de multitude, pour moi, même sur le plan global aujourd'hui, la multitude n'est pas totalement constituée. Vous pourrez trouver, par exemple, les altermondialistes et tous ceux qui se mobilisent contre le réchauffement climatique. Mais en réalité, la multitude n'a pas encore pris de substantialité. Ça, c'est en gestation. C'est pourquoi, dans mon intervention, j'ai dit en Haïti, aujourd'hui, nous sommes ce qu'on peut appeler en créole le colonne. Nous espérons que la multitude surgira, mais nous savons que ce surgissement dépend de tout le monde, pas d'un groupe. Voilà. Peut-on comparer multitude et communisme? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'en principe, pour Marx, le communisme étant la phase ultime où il n'y a plus de classe, la multitude et le communisme ont déjà cela comme ressemblance, puisqu'à l'intérieur de la multitude, il n'y a pas de classe. C'est un groupe hétérogène où il n'y a pas de directoire. Personne n'est au-dessus dans la multitude. Si nous sommes 20 000 et que nous représentons 10, 15, 20 groupes, tous les groupes peuvent cohabiter, décider de prendre des directions et nous ne sommes pas forcément d'accord. Je vous donne un exemple très simple. S'il y a une manifestation organisée au sein d'un groupe quelconque, les étudiants peuvent décider d'opter pour une manifestation violente. Les avocats qui sont un peu, si vous voulez, respectueux des normes juridiques, n'iront jamais dans ce sens. Pourtant, nous demeurons toujours au sein de la multitude. Nous allons toujours nous rencontrer pour pouvoir discuter et trouver les moyens de
de se mobiliser vers le point pour lequel on a décidé d'être ensemble. Donc en fait, multitude et communisme ont déjà ce point en commun, qu'il n'y a pas de classe à ce niveau-là. Nous sommes tous là pour vivre. Maintenant, est-ce que la multitude ne va pas dépasser le communisme? À mon sens, oui, puisque avec la multitude, parce que n'oublions pas, les êtres humains, quoi qu'on fasse, nous vivons de la contradiction. Les êtres humains sont à l'aise parce qu'il y a contradiction, parce que l'autre est différent. D'accord? Et donc la deuxième question, merci Vanus. À présent, ce serait Spélie Laventure, Henri Robert Jean, Isaac Noël. Tout le monde, bonsoir. Okay. C'est clair, on a bien constaté en Haïti, l'imagination et le savoir n'est pas au pouvoir. En Haïti, le peuple est malheureux, les dirigeants sont des malheureux. Malheureux en un mot pour le peuple, malheureux en deux mots pour les dirigeants. Dans les deux cas, c'est la catastrophe. Alors, le bonheur et la liberté sont des œuvres personnelles. Alors, je voudrais demander à ces sujets, aux intervenants, est-ce qu'il peut proposer d'autres façons de concevoir l'économie, de concevoir le bonheur au profit du peuple haïtien? Bonsoir tout le monde, bonsoir Franck, bonsoir Mehdi. La projection vidéographique mobilisée ce soir nous expose un concept de la part de Spinoza où il est dit que la nature n'a pas de cause finale. Or, on sait que si elle n'a pas de cause finale, elle a une cause efficiente. N'est-ce pas là un prétexte, une apparence, une fabrication de la part du philosophe pour alimenter l'univers philosophique, sociopolitique, où l'homme se positionne à partir des contradictions sociales, à partir de ses choix et à partir des résultats de ses choix. Merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Chalmeuse. Eh bien, ceux qui... Ouais, bonsoir à l'intervenant, Franck Vaneus. Mais je voulais tellement vous saluer, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 1 an déjà, puisque l'année dernière, bon, je ne m'étais pas présenté à Café Philo mardi dernier. Ben, on m'a demandé de saluer. Monsieur, je dois trouver des mots pour le saluer et vous présenter mes excuses. Ben ok, alors, je sais que je ne m'y connais pas trop en philosophie, mais l'histoire, c'est ce qui me préoccupe. L'homme est un être ajouté à la nature. Peut-on parler de liberté de l'homme dans cette nature? Est-ce que l'homme ne dépend pas de cette nature totalement? Si on prend par exemple les forces cosmiques. Et une question aux deux philosophes, et la question s'adresse aussi à Chalmeuse. Aujourd'hui, il y a une bataille idéologique dans le pays. Et cela m'interpelle de voir les vaudouisants et les protestants se battre entre eux. Et sur la question qui vient de se passer au stade Silvio XIV, une croisade que les protestants avaient manipulé, eh bien, les questions de vaudouisants. Mais je vois que les intellectuels ne sont pas conscients de la situation qui se présente. Il y a des intellectuels protestants, il y a des intellectuels vaudouisants, chacun se place eh bien, dans sa position. Chacun a un positionnement concernant son dogme. C'est ce qui m'interpelle et je demande aux deux intervenants eh bien, de bien vouloir eh bien, parler sur cette affaire. Merci. Comme il n'y a qu'un seul intervenant, tu répondras pour deux. Même si ce n'est pas son question qui interpelle tout. Et puis, bah c'est personnellement, mes souvenirs de Spinoza disent que Spinoza a réglé le problème ça a longtemps. Donc, je vais plutôt aborder ça. Oui, question. Il y a un ami qui nous avait demandé où sont les philosophes contemporains haïtiens. Je me pose la même question. Où sont-ils? Où sont-ils? De toute façon, l'école normale est là, Café Philo est là. Quelques-uns publient régulièrement des textes. Il faut peut-être commencer par vous familiariser avec leurs textes. Il y en a qui sont disponibles. Donc,
Les philosophes sont là. Maintenant, si vous souhaitez qu'ils aient une présence constante dans les rues, il faut commencer par acheter leurs œuvres. Ils ne peuvent pas vivre si vous n'achetez pas ce qu'ils produisent. Commencez par les journaux, les revues qui sont édités et publiés. À ce moment-là, vous allez vous familiariser avec leurs concepts et vous verrez qu'ils sont bien vivants et toujours présents. Quelqu'un m'a dit, est-ce que le peuple est malheureux, mais les dirigeants sont malheureux? Existe-t-il d'autres façons de concevoir le bonheur pour le peuple haïtien? Je n'ai pas envie de paraître cynique, mais je vous dirai un peu. Machiavel nous dit dans Le Prince, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent et les dirigeants ont les peuples qu'ils méritent. Et je pense que quelque part, ça résout en grande partie vos préoccupations. Les élections sont là, les citoyens en âge de voter doivent voter, choisissent en réalité les derniers de la classe. Ceux qui se retrouvent dans une classe de 20 personnes et qui sont centièmes dans la classe sont ceux-là même qu'on choisit pour devenir sénateur, député et toutes les autres fonctions de l'État. On fait des choix. Il faudra commencer par changer ça. À partir du moment où on arrive à le faire, je pense que déjà, on aura résolu un grand problème. Maintenant, il m'a dit cause finale et cause efficiente. Quand Spinoza dit que dans la nature, il n'y a pas de cause finale, Spinoza veut seulement dire que la nature, contrairement aux êtres humains, ne poursuit aucun but. Si la pluie tombe aujourd'hui ou demain, à midi ou à 6 heures ou dans la matinée, la pluie ne se pose pas de questions. S'il ne pleut pas non plus, la pluie, on n'a rien à cirer, la pluie tombe, la pluie tombe. De ce point de vue-là, Spinoza nous dit simplement que, quoi qu'on fasse, la nature est toujours la même. Qu'il pleuve aujourd'hui parce que vous allez avoir un entretien et que par ces temps pluvieux, vous perdez votre entretien, vous perdez votre travail, la nature n'est pas contre vous. La nature agit. De la même manière, d'un matin, il peut faire un temps radieux, ensoleillé, c'est encore un travail de la nature. Maintenant, la cause efficiente est différente. Et c'est pourquoi, justement, dans les catégories de Spinoza, il n'y a pas la cause finale à écarter, la cause efficiente, c'est la véritable cause. Parce que cette cause permet justement de comprendre que pour prendre la meilleure décision possible, il faut avoir une idée adéquate. On ne peut pas prendre de décision sans connaissance de cause. Parce que lorsqu'on sait exactement pourquoi tel événement produit tel effet, à ce moment-là, on se dit que ce n'est pas Dieu qui est intervenu, ce n'est pas la nature qui est contre nous, mais les choses sont ce qu'elles sont. Un exemple très simple, si vous êtes en salle de classe, le professeur dispense un cours et que vous dormez, lorsqu'on donne l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une note qui vous ressemble. Aussi simple que cela. Est-ce que c'est parce que le professeur a volé vos points qu'il les a mis à la banque? Non. Vous avez fait un choix. Celui qui a suivi les cours, c'est ce qu'il va obtenir comme note. Mais c'est exactement ça dans la nature. Lorsque vous aurez appris à avoir une connaissance de ce qui se passe, une idée adéquate de la réalité, vous pourrez avancer. Ce n'est même pas une connaissance du premier genre, qui est une connaissance confuse. Nous parlons de connaissance de deuxième ou de troisième genre dans le cas de Spinoza et qui va déboucher sur la véritable joie. À partir du moment où vous comprenez tout ce qui se passe, tout est très simple. Et comme dit Spinoza, pour ce qui concerne les choses humaines, il ne faut pas rire, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas s'indigner, mais il faut comprendre. Quand vous êtes en face d'un problème, essayez de comprendre. Quand vous comprenez, vous savez exactement pourquoi telle chose a produit ces effets-là, vous pourrez avancer de l'avant. Peut-on parler de liberté de l'homme dans cette nature? Spinoza part justement de ce principe, c'est que dans la nature, l'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre parce que l'homme n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans la nature. Par contre, avec la connaissance et la connaissance du troisième genre, avec les idées adéquates, l'homme peut se libérer. C'est pourquoi dans la philosophie de Spinoza, on ne parle pas de liberté, de préférence, on parle de libération. Et la libération arrive par la connaissance. Donc, en réalité, c'est comme si, un peu comme diraient les Grecs au départ, celui qui ne sait pas dans l'état de nature et qui veut découvrir la vérité dans le sens de aletheia, c'est un voile qui est sur vos yeux. Le jour où vous parvenez à soulever le voile, vous voyez, vous verrez la réalité. À ce moment-là, vous savez exactement quoi faire, comment faire, et vous parvenez justement à votre libération. Et c'est cela. Dans la philosophie de Spinoza, la liberté
n'existe presque pas ou n'existe pas du tout. Par contre, nous sommes tous nés, si vous voulez, esclaves, mais par la connaissance, qui est un cheminement, nous pouvons atteindre la libération et à partir de ce moment, maîtriser totalement le réel. Voilà. Merci Vanéus. Et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous de vous applaudir aussi pour votre attention. Donc, je pense qu'on va clôturer là la séance et puis vous inviter à participer à la prochaine, mardi prochain comme d'habitude. Et puis, évidemment, rappelez que les activités, les métiers et puis la poursuite de la connaissance ne sont pas en contradiction. Comme Spinoza, dont le métier était de polir des lentilles, qui n'est pas sans rapport avec la philosophie, puisque ça permet de voir mieux et plus loin en déformant la lumière. De même que j'imagine que dans les jours qui viennent, Vanéus va retourner à son travail de juriste, et vous aussi, mais ça n'empêche pas de continuer à pratiquer la réflexion. Merci. En bas à ma chambre, et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.